Chers concitoyens, bienvenue encore une fois à notre discussion à propos de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, dans notre section de l'héritage culturel, je voulais un peu parler de la tribu des Mbouti. Et c'est peut-être un peu hors, impopulaire pour le moment parce que tout le monde est en train de parler des Banyamulenge, surtout après les discours de notre président à Londres. Mais j'aimerais un peu vous appeler à suivre ma réflexion jusqu'à la fin et je veux vous convaincre que ces deux problèmes se lient. Nous savons que les Mbouti sont les vrais natifs de la République démocratique du Congo, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais en même temps, tout comme nous savons que les peaux rouges en Amérique du Nord sont les natifs de ces continents. Et donc, le droit de passage, le droit de nationalité revient naturellement à ce peuple, aux peuples qui viennent après eux. Et par exemple, en Amérique du Nord, nous avons des traités. Il y a eu des traités qui ont été faits euh, entre les, les colonisateurs de l'époque et puis les peaux rouges de cette époque. Je ne suis pas en train de dire que c'était fait de façon catholique ou de façon vraiment à relever, mais c'était ça la façon de procéder à l'époque. Et c'est pourquoi en ce moment, vous pouvez voir que les Blancs ou les Européens tendent à se donner une impression d'autorité sur l'Amérique du Nord, comme vous l'aurez peut-être déjà entendu hashtag Make America Great Again. Tout comme en République démocratique du Congo, ces genres de traités étaient faits par le biais des relations de sang. Tout roi ou reine d'une grande tribu devrait avoir un enfant mâle avec un Mbouti dans les territoires où il devait s'installer. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons parfois, nous, Congolais, qui venons de ces tribus qui étaient là depuis les débuts, on peut se considérer facilement comme étant les vrais Congolais en opposition en opposition à ceux qui sont venus après nous. Ces genres d'histoires ne sont pas enseignés dans nos écoles, mais je crois que c'est vraiment une information très importante parce qu'elle nous permet de comprendre bien les problèmes qui viennent dans ce domaine et d'apporter des solutions qui sont appropriées. Et dans le domaine de compréhension du problème, la comparaison que je pouvais faire qui semble vraiment à peu près à celle que nous sommes en train de traverser avec les Banyamulenge au Congo, c'est celle des Noirs américains aux États-Unis. C'est un peu peut-être exagéré parce que nous savons que les Noirs américains ne sont pas venus de leur gré, ils ont perdu leur langue, leur religion, ils ont perdu leur culture, pendant que les Banyamulenge ont gardé tout ça. Néanmoins, en lisant un article intitulé Tous les États-Unis et du Sud, je suis parvenu à comprendre que la ségrégation dont les Noirs américains étaient victimes aux États-Unis était un problème systémique, était un problème des institutions établies qui établissaient ces barrières. Et on a voulu apporter une solution personnelle en faisant croire que c'est leur façon de vivre, que le noir se considère inférieur, c'est leur façon de vivre. Et c'est pourquoi, à mon avis, vous continuez à avoir
une situation dans la société américaine où les tensions raciales sont toujours latentes, sont toujours permanentes. Dans le cas des Banyamulenge, alors, c'est un peu différent parce que dans ce cas ici, j'ai compris que c'était plutôt une situation où c'était un problème interpersonnel ou au maximum un problème intertribal auquel on a voulu apporter un problème, une solution systémique, pardon. Pour ceux qui étaient assez grands pour se rappeler des événements avant 1996, vous vous rappellerez que les Banyamulenge n'étaient pas traités de façon vraiment humaine, si on doit être sincère avec nous-mêmes. C'en est arrivé au point où, pour passer les examens d'État, je me rappelle de ceci très vivement, ils devaient être escortés par les DSP. Et cela n'empêchait pas des enfants venir, de mon âge d'ailleurs, venir derrière et les taper dans le dos, pendant que les adultes sur la rue étaient en train de chanter Banyarwanda Bote Barudi et quoi. Et aussi, pour être honnête, ce traitement s'est amplifié parce qu'il y a un moment où cela ne se passait pas. Mais ce sentiment s'est amplifié après la mort de Ndadaye au Burundi en 1993. Et quand il y avait beaucoup de réfugiés qui sont venus du Rwanda et du Burundi vers Uvira, Bukavu et les environs. Ceux qui pensent que ce problème de Banyamulenge est tout à fait et purement congolais, ils se trompent parce que cela vraiment n'est pas le cas. À moins que vous n'ayez une raison particulière de penser à cela ou un agenda à pousser, là on se comprend. Mais le problème n'a jamais été de priver aux Banyamulenge le droit d'avoir une éducation supérieure, par exemple, comme c'était dans le cas des Noirs américains. Mais c'était plutôt un problème où il y avait un refus de partager le repas ou de s'associer au Banyamulenge pendant le repos à l'école. Ce qui devient un problème beaucoup plus interpersonnel. Et cette distinction est vraiment très importante à capturer parce que l'ignorance de cette distinction a poussé à ce que la majorité des Banyamulenge, pas tous, ont pris les armes et ont constitué une narrative qui était beaucoup plus nationale. Et ils sont partis, on a pris les armes, le pays a été libéré, comme on aime le dire, et tout à coup, ils se sont heurtés à deux problèmes. Le premier problème est que les gens de Kinshasa, la majorité des gens de Kinshasa, et au moins ceux qui n'ont jamais été à l'Est, ils nous considéraient tous comme étant des Rwandais. Hashtag Pate Kimboka. Et le deuxième problème est que ceux qui étaient à Kinshasa n'ont jamais eu l'expérience où le Munyamulenge était opprimé. La seule expérience qu'ils avaient maintenant, c'était celle du Munyamulenge qui devient l'oppresseur depuis 1997 avec la venue des Musées. Et donc, il se trouve que lorsque la dynamique de pouvoir a changé, que les Banyamulenge étaient beaucoup plus assertifs, ils ont fait des choses aussi qui étaient vraiment atroces à l'encontre. C'était comme une vengeance qui était à l'encontre des Congolais. Et cette situation s'est développée au point où, lorsque vous avez vu l'histoire de Laurent Nkunda et Jules Mutebutsi, la population de Kinshasa s'est levée pour supporter la population de Bukavu. Et le résultat était que les soldats renégats sont sortis de la ville. Alors,
là où nous en sommes aujourd'hui, à mon avis, il se trouve que la majorité de la population à l'est du pays est prête à tourner la page, à reconstruire et à oublier le passé et à considérer les Banyamulenge comme étant congolais comme la Constitution le dit. Mais comme une narrative nationale ou systémique a déjà été développée, ça devient beaucoup plus difficile d'en arriver à ce point. Et c'est pourquoi je pense que le discours de notre président à Londres la semaine dernière était mal avisé pour dire le moins. Et je crois que les gens qui l'entourent devraient savoir un peu plus. Parce que je ne vois pas dans quelles circonstances ces genres de propos devant une audience qui est disconnectée des réalités du pays et qui ne considère qu'une narrative systémique, je ne vois pas en quoi cela aide les Banyamulenge ou qui que ce soit. Et cela ne fait que perpétuer cette narrative systémique ou nationale et nous pousse à vouloir chercher une solution nationale à un problème interpersonnel ou intertribal. Ce qui nous pousse à perpétuer ce malaise jusqu'à présent. Et pendant que nous sommes en train de nous sentir bien dans notre position, de nous opposer à ceci et à cela, le problème est que quelqu'un d'autre est en train de profiter de toute cette situation. Ce n'est ni le Munyamulenge régulier, ce n'est ni le Congolais régulier. Les appareils électroniques, je ne sais quoi, continuent à être fabriqués en utilisant les matières premières du Congo. Le pays continue à être exploité pendant que nous sommes en train de nous distraire avec ce genre. C'est pas qu'il y a manque de territoire au Congo. Et ceci devient un problème plus que la nationalité elle-même. Et maintenant, j'en viens au point où nous devons chercher une solution. Et la solution va passer par la tribu d'Mbouti. Nous savons déjà que le problème n'est pas systémique, il est interpersonnel et au maximum, au pire, intertribal. Mais les Mbouti sont les détenteurs de droits pour octroyer ce genre de privilèges. Et que cette solution ne peut que les impliquer. Ce n'est pas une solution que nous allons chercher à Sun City, ce n'est pas une solution où nous devons appeler au Obasanjo. C'est une solution qui sera congolaise et qui va impliquer la tribu des Mbouti. Alors, cette voie est peut-être la plus difficile à suivre parce qu'elle va nous obliger à affronter nos propres erreurs à l'encontre de la tribu des Mbouti. Tout comme les Européens ou les Blancs qui vivent en Amérique du Nord doivent faire face aux mêmes problèmes à l'encontre des natifs ou des peaux-rouges en Amérique du Nord. Mais c'est la voie du courage, c'est la voie la meilleure, c'est la seule voie qui nous permettra de faire en sorte que les richesses du Congo soient une bénédiction pour les Congolais, autant que cela a été et continuera à l'être pour le reste du monde. J'aimerais vraiment à ce que
à la fin de ceci, chaque fois que vous entendez un discours à propos des Banyamulenge ou de la nationalité congolaise, que nous puissions au minimum penser à la tribu des Mbouti. Merci.